La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Nous continuons notre série spéciale à l'occasion des 80 ans de la sécurité sociale. Dans cet épisode, nous recevons Maurice-Pierre Planel, membre de la chaire santé de Sciences Po, ancien directeur général adjoint de la santé et professeur associé à l'IEP de Fontainebleau. Maurice-Pierre Planel, bonjour. Bonjour. Nous nous penchons aujourd'hui sur la question des relations entre les professionnels de santé et l'assurance maladie. En France, les relations entre les professionnels de santé libéraux, ceux qui exercent en ville et l'assurance maladie, sont organisées par le biais de conventions nationales. Ces conventions sont signées entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des différentes professions concernées. Elles fixent les droits et les devoirs réciproques des professionnels de santé et de l'assurance maladie. Elles sont régulièrement renégociées, tous les 5 ans environ, et actualisées par des avenants. Dans ce contexte, expliquez-nous comment la solution d'une convention entre la sécurité sociale et les organismes syndicaux représentant les professionnels de santé, et d'abord les médecins, s'est-elle imposée ? Alors, en 1945, à la création de la sécurité sociale, un des problèmes qu'il a fallu résoudre, c'est comment on prend en charge les tarifs et quels sont les tarifs de consultation que l'on prend en charge. Et donc, le schéma est simple à comprendre. On crée la sécurité sociale, l'assurance maladie pour prendre en charge les dépenses de santé. Et donc, on a en face des dépenses médicales, les consultations, des dépenses d'hôpital, des dépenses de médicaments. Et donc, pour chacune de ces prestations de santé, il faut décider quel est le tarif qui va être remboursé. Et donc, il faut autant que possible que ce tarif corresponde à la dépense qui est engagée par l'assuré. Et donc, la sécurité sociale, elle se trouve confrontée à une question qui est la pierre angulaire de sa création, c'est quels sont les honoraires que je vais prendre en charge et comment je vais faire pour décider ou pour fixer le montant de ces honoraires. Et donc, il fallait trouver une solution. Et il fallait trouver une solution dans une période où ces honoraires étaient fixés librement par les médecins. À la création de la sécurité sociale, la question des relations entre les professionnels de santé et la sécurité sociale, c'est essentiellement la question des relations avec les médecins. Donc la sécurité sociale est créée en 1945 ou va être créée en 1945 et donc elle arrive dans un contexte où, pour le dire poliment, les relations entre l'État et les médecins sont conflictuelles depuis le début du 19e siècle. Pourquoi est-ce qu'elles sont conflictuelles depuis cette période ? D'abord parce que tout au long du 19e siècle, les médecins vont lutter pour la reconnaissance de leur diplôme et donc pour que l'exercice de la médecine soit uniquement réservé aux titulaires de diplôme de médecine. Et donc en fait, notamment, ils vont lutter contre les officiers de santé qui avaient été créés par la Révolution. Et donc cette reconnaissance, elle n'arrivera qu'à la toute fin du 19e, en 1892. Et puis il y a une deuxième conflit qui va opposer les médecins et l'État au milieu des années 20, avec les premières tentatives de création des assurances sociales. Eh bien, les médecins vont voir arriver une organisation qui peut remettre en cause leur mode de fonctionnement. Et donc, ça va créer une réaction syndicale. Cette réaction syndicale, elle va avoir deux effets très forts. La première, c'est la création d'un syndicat unitaire des médecins, la Confédération des syndicats des médecins français, qui existe encore aujourd'hui. Et la deuxième, c'est l'élaboration d'une charte de la médecine libérale en 1927, qui énonce les principes de la médecine libérale que nous connaissons encore aujourd'hui, la liberté d'installation, la liberté de prescription, et puis la liberté de fixation des honoraires. Et donc, en fait, la sécurité sociale, elle arrive dans cette période-là, et donc elle doit trouver une solution technique ou politique qui permette de passer un accord avec les médecins et de faire fonctionner cette nouvelle institution. Malgré ces relations difficiles entre les représentants du corps médical et les autorités, c'est la solution conventionnelle qui a été privilégiée ? Alors, la solution conventionnelle, elle ne s'impose pas du premier coup. Les pouvoirs publics vont essayer, dans une ordonnance du 3 mars 1945, de confier à l'État le soin d'homologuer les tarifs médicaux. Donc, en fait, le soin de fixer les tarifs médicaux. Cette solution, elle ne perdurera pas. Vous le savez, nous sommes en train de fêter les 80 ans de la sécurité sociale. Ce sont des ordonnances de septembre et d'octobre 1945. Et donc, il y a une première ordonnance en mars. Dès le mois de septembre, on revient sur cette solution et on met en place une solution qui va déboucher à terme sur la solution conventionnelle. Donc, on revient à une règle qui est la fixation des tarifs par les syndicats médicaux et leur agrément par des conventions départementales. C'est une solution qui avait déjà été proposée en 1930 lors de la première tentative de création d'un système d'assurance sociale en France. Et donc, il y a l'idée qui était inscrite dans l'exposé motif de cette ordonnance du 1945
qu'il est permis d'espérer que cette modification, donc cette solution conventionnelle, permettra, je cite, une collaboration loyale et féconde entre le corps médical et les organismes de sécurité sociale. Donc, on a une solution conventionnelle qui correspond à la recherche d'un modus vivendi entre des professionnels de santé libéraux, là les médecins, et cette nouvelle organisation qu'est la sécurité sociale. Et donc, entre 1945 et le début des années 70, on a une solution qui va fonctionner cas 1, cas 1, avec des conventions départementales qui peinent à exister, et donc en fait le maintien d'une large liberté tarifaire pour les médecins, et donc des restes à charge plus élevés pour les assurés. La situation, elle va changer à partir de la loi du 3 juillet 1971, qui va créer la Convention nationale que nous connaissons aujourd'hui et qui va élargir ce système conventionnel à l'ensemble des professions de santé libérales, donc les chirurgiens dentistes, les kinés, les infirmières et tous les autres professionnels libéraux qui installent en ville. Donc on a effectivement la recherche d'une négociation entre les syndicats représentatifs d'une profession et l'assurance maladie pour fixer les tarifs. Le contenu des conventions passées entre l'assurance maladie et les professions de santé est-il limité au tarif de la consultation ? Alors, en 1945, la question qui se pose, c'est la prise en charge des tarifs de consultation. Le champ conventionnel, il va être élargi. En 1945, la question de l'organisation des soins, elle ne se pose pas. Elle ne se pose pas parce qu'on ne se pose pas la question de la démographie médicale, de la répartition territoriale. Et il y a une forme de délégation qui est laissée aux médecins libéraux, puisqu'ils ont le droit de s'organiser librement. Et donc, on espère que cette liberté d'installation se traduira par une répartition à peu près pertinente sur l'ensemble du territoire. Donc, cette question de l'organisation des soins, donc de l'ajout de nouvelles dimensions à cette vie conventionnelle, elle ne va survenir qu'au début des années 80 et beaucoup plus massivement à partir des années 2000, quand la question de la répartition territoriale des médecins va se poser, quand la question des dépassements d'honoraires va se poser et quand la question de la maîtrise des dépenses va se poser. Et donc, à partir effectivement de cette période-là, on va avoir un élargissement du champ conventionnel à l'ensemble des sujets qui peuvent toucher les professionnels de santé libéraux exerçant en ville. Le recours à la convention serait donc une solution qui donne toute satisfaction aux assurés, aux professionnels de santé et à l'assurance maladie ? Alors, on peut constater une insatisfaction chez l'ensemble des acteurs. Et d'ailleurs, ça pourrait être un signe du bon fonctionnement de la convention, puisque tout le monde étant mécontent, c'est qu'un équilibre a pu être trouvé entre les différents acteurs. Donc, du côté des médecins, on reproche à la Convention un manque de liberté tarifaire. On trouve que les tarifs opposables ne reflètent pas assez la valeur réelle de leur travail. Et c'est un débat qu'on a pu entendre l'année dernière au cours de la négociation de la Convention médicale qui a été signée en 2024. Ils reprochent également à la Sécurité sociale et à l'assurance maladie une bureaucratie excessive. Là encore, c'est un débat qu'on a pu entendre l'année dernière avec la recherche de solutions et notamment la mise à disposition d'assistants pour accompagner les médecins dans leur exercice et surtout les dégager des tâches administratives pour libérer du temps médical. On peut trouver d'autres critiques qu'on entend régulièrement, comme une pression sur les prescriptions et le fait que l'assurance maladie cherche à encadrer la pratique médicale. Donc on trouve là effectivement un discours qui est porté par l'ensemble de la profession médicale. Du côté des patients, il y a aussi des incompréhensions. Nous avons tous été confrontés à des dépassements d'honoraires et donc au fait que le tarif de la sécurité sociale n'est pas le tarif demandé par les médecins. Je l'ai dit un peu plus tôt, il y a la question des inégalités territoriales et de l'implantation de l'offre médicale sur l'ensemble du territoire qui devient un sujet plus sensible pour nos concitoyens. Et puis, il y a la complexité du système, même si on l'oublie, mais entre le parcours de soins, le remboursement soumis à l'existence d'un médecin traitant, les franchises, nos concitoyens ne comprennent peut-être pas toujours le remboursement, ou en tout cas la manière dont a été calculé le remboursement qui figure sur leur feuille de soins. Par ailleurs, il y a des critiques plus technocratiques qui sont apportées aux conventions. La Cour des comptes, notamment dans plusieurs rapports, considère que cette vie conventionnelle ne prend pas suffisamment en charge la question de la régulation des dépenses de santé. Selon vous, la vie conventionnelle peut-elle suffire pour régler des problèmes comme la régulation des dépenses, les dépassements d'honoraires ou la répartition territoriale des professionnels de santé ? On a introduit dans les conventions médicales tous les changements et toutes les évolutions à l'organisation de nos systèmes de soins. On a introduit le médecin traitant, on a introduit les maisons de santé, on a introduit les communautés professionnelles territoriales de santé. Donc, le champ conventionnel a vocation à traiter l'ensemble des sujets. La question est plutôt de savoir quelle est sa force contraignante et donc quelle est la capacité à régler ces questions-là à travers le champ conventionnel et donc à venir toucher des règles qui sont au cœur de l'organisation de la médecine libérale en France, et donc notamment la question de la liberté d'installation. Donc la question de cette liberté d'installation, elle est traitée dans le champ conventionnel d'autres professions médicales.
les infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes récemment ont accepté d'être soumis à un certain nombre de conditions et notamment d'être soumis à une analyse de l'état de l'offre professionnelle les concernant sur le territoire avant de savoir s'ils pouvaient ou non s'installer. Les médecins refusent ce changement. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites. Nicolas Sarkozy, en 2007, à peine élu, avait proposé que ce sujet puisse être discuté dans la convention médicale. Il y avait eu des grèves des médecins et des étudiants en médecine immédiatement. Et l'Assemblée nationale discute maintenant depuis 2 ans d'une proposition de loi transpartisane visant à contraindre les médecins à s'installer sur les zones sous-denses du territoire. Et on voit bien qu'il y a encore une opposition très forte de la profession. Et donc, en fait, il y a un choix à faire entre des dispositions conventionnelles qui proposent des mesures incitatives, notamment financières, pour inciter les médecins à s'installer dans ces zones sous-dotées, et le choix d'une mesure contraignante qui a pu être prise chez un certain nombre de nos voisins ou dans des pays occidentaux plus éloignés de l'Europe, avec des résultats qui sont assez mitigés, puisqu'en fait, les médecins peuvent refuser de s'installer, quitte à changer de métier. Je rappelle que la pénurie, entre guillemets, de médecins n'est pas un problème franco-français, mais c'est un problème qu'on constate sur l'ensemble du monde. Enfin, en tout cas, l'ensemble de la zone Europe, à minima, qui est visible à l'échelle mondiale. Donc, on a un sujet, effectivement, qui est traité dans la voie conventionnelle. Est-ce que la réponse est totalement satisfaisante du point de vue de nos concitoyens qui habitent dans des zones sous-denses? La réponse est non. Et on voit bien que ce sujet devient un irritant de plus en plus fort. Le deuxième sujet complexe à traiter à travers la convention médicale, c'est les dépassements d'honoraires. C'est-à-dire qu'en fait, la possibilité pour un médecin de facturer un tarif qui est supérieur au tarif opposable reconnu par la sécurité sociale. Je rappelle que pour les médecins généralistes, c'est 30 €. Donc, si on paye plus de 30 € chez un médecin généraliste, c'est que le médecin généraliste va pratiquer des dépassements d'honoraires. Et cette pratique des dépassements d'honoraires, elle est de plus en plus fréquente chez les professionnels de santé libéraux autres que les généralistes, puisque on considère que dans les spécialités médicales autres que les généralistes, plus de la moitié des professionnels sont passés en secteur honoraire libre. Mais ce secteur honoraire libre, il a été organisé par la Convention. Il a été organisé par une convention de 1980, et donc en fait on applique le texte conventionnel, et donc les textes conventionnels suivants ont essayé d'encadrer cette pratique, de faire en sorte que les dépassements ne soient pas exagérés, etc. Mais on reste dans un schéma incitatif, et donc on voit qu'on a un sujet de dépassement d'honoraires qui est traité dans la convention parce qu'on en parle, on cherche des solutions, mais dont les effets ne permettent pas de résoudre la difficulté des consultations médicales qui sont trop chères et donc auxquelles ils ne peuvent plus accéder. Donc voilà, on a effectivement tous les sujets traités dans le champ conventionnel, mais parfois des solutions qui n'apportent pas une satisfaction complète ou qui ne répondent pas totalement à la question qui est posée. Nous avons évoqué ensemble les différentes facettes de la vie conventionnelle. En conclusion, pouvez-vous dire si cette vie conventionnelle qui régit les relations entre les professionnels de santé et l'assurance maladie a connu des modifications de sa gouvernance ? Effectivement, la vie conventionnelle, elle a connu des modifications importantes de sa gouvernance, et notamment, elle a connu toutes les modifications de gouvernance du côté de la sécurité sociale. Donc, il y a 2 réformes importantes que l'on peut souligner. La première, c'est en 2004. Donc, en 2004, c'est la loi portant réforme de l'assurance maladie du 13 août 2004. Et donc, elle crée une union nationale des professionnels de santé, donc avec l'idée qu'il y a des sujets qui peuvent être traités de manière collective ou de manière transversale pour les différentes professions de santé. Donc ça, c'est un premier changement, mais surtout, le changement le plus important, c'est que depuis la création de la sécurité sociale et depuis la création de la vie conventionnelle, cette négociation se faisait entre les syndicats représentatifs de la profession de santé concernée et les partenaires sociaux qui représentaient les usagers à la sécurité sociale et qui dirigeaient l'assurance maladie. En 2004, en fait, le patron de l'assurance maladie, ce n'est plus le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est le directeur général. Et donc, on transfère le pouvoir de négociation du président du conseil d'administration au directeur général de la CNAM et de l'UNCAM, puisque c'est une seule et même personne. Donc, c'est un premier changement, et donc c'est un changement où on voit où l'État renforce sa capacité de négociation et vient se mêler de la vie conventionnelle. Et puis, il y a une deuxième réforme qui figure dans la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016, où l'État va proposer ce qu'on appelle un alignement stratégique. Et donc l'alignement stratégique, c'est l'alignement stratégique entre l'État et l'assurance maladie. Et ça veut dire que maintenant, avant de débuter une négociation conventionnelle, le directeur général de la CNAM reçoit une lettre
de cadrage de la part de ses ministres de tutelle qui lui disent quels sont les objectifs qu'ils souhaiteraient voir à travers cette convention médicale et quelle est l'enveloppe budgétaire qui peut être allouée à cette négociation. Voilà, donc on a un changement de gouvernance qui s'inscrit dans la continuité des réformes de l'assurance maladie. On ne remet pas en cause les principes de la vie conventionnelle, on continue à discuter et à négocier avec les syndicats représentatifs de la profession, tels qu'on l'avait imaginé il y a 80 ans. On a des relations qui essayent de co-construire une politique avec leurs forces, avec leurs faiblesses. On a un instrument de dialogue et puis on a des insatisfactions ou des irritants qui sont pointés par nos concitoyens. On l'a dit notamment, puisque je pense que le sujet le plus irritant aujourd'hui, c'est celui de la répartition territoriale des professionnels de santé sur le territoire. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci de m'avoir reçu. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre série spéciale consacrée aux 80 ans de la sécurité sociale. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.